Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle rencontre des escales littéraires Book Club le matin. Donc, nous arrivons à la fin de cette riche programmation que nous avons eu le plaisir de partager avec vous tout au long de ces derniers jours. 11 rencontres au total, et on est très ravis, très heureux de clôturer cette série de rencontres, comme on dit en beauté, avec une grande écrivaine, militante, chercheuse, qui a vraiment enrichi le champ culturel et journalistique aussi, et médiatique, à travers ses écrits très enrichissants, très engagés aussi. Aujourd'hui, il vient nous parler donc de son dernier livre, Villes et villages du Maroc. Alors la rencontre sera modérée par M. Rassou, donc, qui représente le CCME. Et avant de céder la parole, je tiens quand même à remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés pour cette édition, cette troisième édition. Donc je cite le Sofitel Jardin des Roses, qui nous permet de se retrouver dans ce magnifique espace, Sojpress, et bien évidemment ma grande amie Amina Msnaoui, qui nous a toujours soutenus, qui a toujours apporté son soutien constant à ces rencontres-là. Je tiens aussi à préciser que l'ensemble des rencontres ont été enregistrées, filmées, que vous pouvez les revisualiser sur le site lematin.ma. Vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook Book Club le matin ou le matin, où vous pouvez voir et revoir si ces rencontres, ce sont des rencontres très enrichissantes. Et voilà, donc je ne vais pas trop tarder. Je cède tout de suite la parole à Serso pour une enrichissante et dernière rencontre Book Club le matin. Merci. Merci beaucoup, Sidi Ali. Merci à tous. Bonsoir à tous. Abdelrahim Rassou, architecte, et très honoré d'accompagner la Lamona pour cette présentation. C'est vrai qu'on se connaît sans vraiment se connaître, parce qu'on se croise beaucoup, on se croise dans des cercles qui se croisent beaucoup. C'est vraiment la première fois qu'on partage un moment ensemble, et je suis très honoré par le fait de partager ce moment ensemble. Merci pour votre présence. Je note une présence très féminine dans la salle et j'en suis ravi, parce qu'en général, les présences sont plutôt masculines. Il y en a un peu marre de voir que des hommes dans ce pays qui sont visibles. Très bien, donc, et très honoré de venir au Salon du Livre de Casablanca, qu'on vous a prêté à Rabat pour quelques années, mais on va peut-être le récupérer après. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la présentation d'un ouvrage de la Mouna. Mouna Hachim est romancière, et plutôt d'un background littéraire, on va dire, plutôt d'un background littéraire, plutôt d'une formation plutôt littéraire. J'étais personnellement convaincu qu'elle était historienne de formation, tellement elle est férue d'histoire, tellement elle plonge dans l'histoire, et tellement elle tricote l'histoire à sa manière, elle découle et coule l'histoire à sa manière. D'ailleurs, quand on voit un peu, pour ceux qui connaissent son travail, elle est évidemment l'auteur de plusieurs ouvrages, dont je peux en rappeler quelques-uns, sur sur les enfants de la Chaouia, sur le dictionnaire des noms de famille, sur l'histoire inattendue du Maroc, etc. Il y a en gros vous me direz si j'ai bien compris il y a en gros deux familles d'ouvrages. Vous avez des romans, plutôt romancés, mais des romans très ancrés dans le territoire et qui s'inspirent beaucoup de l'histoire. Et vous avez également un travail plutôt à la manière, j'allais dire, des encyclopédistes du XVIIIe siècle, un peu une quête du sens pour les mots. Comment vous situez votre travail et comment vous situez cet ouvrage-là dans votre parcours plus général? Oui, bonjour. Merci Serso d'avoir accepté de modérer cette rencontre. Merci à l'assistance pour sa présence. Je tiens aussi à remercier le Book Club le matin pour tous les efforts qu'il déploie dans le sens de la promotion de la culture. Et puis évidemment, un grand merci au CCME, Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, et Sojpress pour avoir cru en ce projet éditorial. Et je ne peux pas m'empêcher de dire un grand merci aussi à ceux qui me soutiennent au quotidien. Il se reconnaîtra dans la salle. Voilà, donc au fait, moi je suis venue à l'histoire par le biais de la littérature. Et je ne me suis jamais présentée en tant qu'historienne. La littérature, elle a cette merveilleuse faculté de nous faire connaître les peuples mieux que via les manuels d'histoire. Parce que quand on connaît la littérature d'un peuple, forcément, vous savez, quand vous lisez les poètes, quand vous regardez les pièces de théâtre, quand vous avez une vision d'ensemble sur... Donc mon premier roman, c'est Les Enfants de la Chaouia, c'est une saga familiale et sociale. J'avais enchaîné avec le dictionnaire des noms de famille du Maroc. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris qu'il y avait au fait une espèce de déni d'un aspect fondamental de notre culture et de notre identité dans certains types d'ouvrages,
à savoir toute la partie anti-islamique et la part amazigh dans notre identité, même si constitutionnellement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et tout est venu au fait très naturellement. Histoire inattendue du Maroc, c'est un petit peu ça, c'est revisiter un petit peu ses préjugés. Et puis j'ai à cœur de mettre en avant toutes les richesses patrimoniales du Maroc qu'on va retrouver de bout en bout de mon travail depuis le roman Les enfants de la Chaouia jusqu'aux capsules que je fais sur le 360 qui s'appelle Marocain dans l'histoire. Et il se trouve que dans le dictionnaire des noms de famille, je traitais de l'anthroponymie, qui est l'étude des noms de lieux. Et là, je passe tout simplement à la toponymie. Et la toponymie est toutes les deux sont des branches de l'onomastique, comme vous le savez. Et avec l'onomastique, on est dans l'étude des noms propres. Et c'est merveilleux parce que c'est à la jonction de plusieurs disciplines en sciences humaines où on va toucher à la fois à la langue, à l'histoire, à la géographie, à la cartographie, à l'anthropologie. Donc il y a une richesse disciplinaire et interdisciplinaire qui est magnifique, qui est une source d'émerveillement au quotidien au niveau des recherches et qui est très inspirante. Merci. Mais malgré tout, vous arrivez à jongler entre l'envie de l'écrivaine littéraire, donc cette liberté liée à la littérature, et la rigueur de la recherche scientifique et la recherche historique. Et quand on écrit un roman, j'imagine même si c'est un roman largement inspiré d'histoire, des fois, j'imagine que vous êtes tenté par changer la fin, changer le parcours des personnages, rajouter des personnages, en enlever d'autres, parce qu'il faut un peu romancer les choses, donner de la profondeur à certaines personnes, mettre en avant des personnes, et donc du coup, inventer une vie qui n'est pas forcément suffisamment soudée dans les sources. Comment vous arrivez à gérer cette difficulté finalement, ou cette contradiction? Non, j'ai un grand respect pour l'histoire. Quand il s'agit d'un essai, évidemment, il n'y a absolument aucune place à l'imagination. Donc on est obligé de se restreindre aux faits et uniquement, exclusivement aux faits. J'ai la chance de lire parfaitement en arabe et en français. Je fais aussi des traductions. Donc j'essaie de recouper au maximum mes sources pour donner une information fiable. Même si on n'est évidemment jamais à l'abri d'une erreur, même si au cours de nos lectures, on découvre encore des choses, on se dit « Ah mince, j'aurais dû ajouter ça ». Donc c'est un travail infini, au fait. Par contre, dans le registre romanesque, j'ai eu par exemple à écrire Histoire, le dernier c'était Bentoumert ou Les Derniers Jours dévoilés, et l'avant-dernier roman c'était Les Manuscrits perdus, qui raconte l'histoire d'un morisque qui a précédé les décrets d'expulsion de péninsule ibérique et qui s'est retrouvé au Maroc à la cour du sultan Moulay Ahmed Mansour Dahbi. Et ensuite, il a été dépêché en tant qu'ambassadeur par son fils Moulay Zidane en France et aux Pays-Bas pour venir en aide aux Maurice qui, entre-temps, ont subi les décrets d'expulsion. Donc là, je fais de la documentation pour les deux romans. C'est une documentation incroyable à tous les niveaux. C'est-à-dire, quand je dois parler, par exemple, du temps des Almohades de Marrakech du XIIe siècle, même au XIIe siècle, elle varie, Marrakech, parce que les remparts ont été construits justement à cause de la poussée des Almohades. Donc c'est une documentation multiforme. Comment les gens s'habillaient, quelle langue ils parlaient. Donc il y a des petits détails comme ça et qui ont toute leur importance et je ne m'accorde vraiment pas du tout de fantaisie, à part dans l'élaboration de portraits de personnages secondaires. Même en ce qui concerne les personnages principaux, comme Ahmed Ibn Qasim al-Hajari, qui est surnommé Afouké, ou en ce qui concerne Ben Soumert, et d'autres personnages importants qui figurent dans le roman sur les Almohades, à savoir Abdelmoumen, etc. Donc là, je me documente surtout, même la couleur des yeux d'Abdelmoumen, même la bosse sur les doigts de Ben Soumert, etc. J'ai ce souci de coller à l'exactitude historique. Et en effet, là, on est évidemment réunis ici pour parler de cet ouvrage, Ville et villages du Maroc, mais malgré tout, quand on lit vos autres ouvrages, et c'est effectivement pour le cas de l'ouvrage sur Moussoumat, c'est une écriture très cinématographique, on voit des images, en fait, j'ai presque dire, on vous regarde, on vous lit pas. Et c'est presque, on se dit, voilà, ce pays devrait être le Netflix d'Afrique, parce qu'on aurait de matière à faire une quantité de séries historiques, type ce qu'on fait d'autres pays sur l'histoire, et c'est vraiment malheureux, ou en tout cas j'espère que c'est pas trop tard, pour qu'on aille dans ce sens-là. Cet ouvrage est différent. Cet ouvrage est plus rigoureux, plus sec, j'allais dire, c'est pas sans être péjoratif, mais disons qu'il est plus rythmé, bien entendu. Il est organisé de manière très très stricte, c'est un ordre alphabétique sur un certain nombre de sites.
C'est un parcours géographique qui est par ordre alphabétique, donc on parcourt le pays. Il se lit pas du début à la fin comme se lirait un roman. Il se feuillette et on pense à un lieu et on va feuilleter et dire tiens, ce lieu, ce nom vient d'où. Et on est souvent surpris par le résultat. Quelle était la difficulté de cet ouvrage? J'imagine beaucoup de difficultés en termes de sources, de documentation, de fiabilité des sources. Beaucoup de choses, j'imagine, vous nous direz, se basent sur des origines rurales, ou plutôt orales, pardon, pas rurales. Comment on peut fiabiliser ces sources, comment on peut vérifier l'information, comment on peut être précis, parce que c'est quand même la volonté que vous avez, et je pense que c'est une réussite d'être très très précis dans ce type d'ouvrage. Oui, de la même manière que pour le dictionnaire des noms de famille, parce que vous savez, il n'y a pas plus sensible que de toucher aux familles. C'est même kamikaze comme tentative, parce que les gens, comme on dit en arabe, donc ils connaissent mieux que quiconque, donc on ne peut pas se permettre de... donc c'est toujours au fait la même rigueur, et c'est toujours par ordre alphabétique de A à Z, et au fait, vous savez, mon travail se nourrit, je me nourris de mes différentes recherches. Donc au cours de mes travaux antérieurs, je tombe sur des noms de localités, je tombe sur des étymologies de noms de lieux. Et puis le nom, pourquoi je m'intéresse à ces noms, c'est parce que finalement, chaque parcelle qui est occupée par l'homme, elle porte un nom qui représente une sorte de marqueur de son lien à l'espace. Donc un nom, il va nous dire des choses incroyables sur l'histoire, sur la géographie, sur la mentalité, sur les anciens événements ou sur les événements présents, sur les logiques politiques de domination territoriale, etc. Donc c'est extrêmement varié et forcément, la documentation aussi est multiforme. Selon, par exemple, il y a des noms qui renvoient à des saints. Il y a Sidi Ben Nour, Sidi Yahya du Gharb, Moulay Bousselham, Moulay Bouzerqtoun. Là, c'est un type d'ouvrage précis que je vais aborder. Et je n'ai pas de mal, évidemment, d'où le sous-titre « Étymologie, histoire et légende ». D'ailleurs, une des difficultés consiste à passer de la version populaire, qui est renforcée par l'imaginaire collectif, et la version livresque, qui des fois est totalement contradictoire. Et justement, moi j'ai trouvé la solution dans le sous-titre. Il y a l'histoire et il y a la légende, sauf que je ne mélange pas. Quand il s'agit d'un fait historique, il est raconté en tant que tel, et quand il s'agit d'une fable, disons, étymologique, et ben, pareillement, elle est indiquée en tant que telle. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, pour Boulmen, le nom de Boulmen, la définition ou l'étymologie populaire qui va revenir le plus souvent, elle se rapporte à une visite effective qui a été effectuée par le sultan Moulay Hassan Ier dans la région. Et donc les gens en ont gardé que le sultan, quand il est passé par là-bas, par un col montagneux très dur, qui est fréquenté par les pilleurs de caravanes, depuis le lieu, il se serait appelé Aboul Aman, c'est-à-dire le lieu de la sécurité ou de la sûreté. Or, bien évidemment, elles ont leur charme, ces anecdotes populaires, et on est tenté au fait d'y croire, sauf que Aman, c'est un nom pan-amazigh, selon les témoignages des plus grands linguistes, dans Salim Shaker par exemple, et qui se rapporte à l'eau. Aboul Aman, c'est Boulmen, qu'on va retrouver dans plusieurs noms de lieux comme Tsamsaman, Geldaman, etc. Et donc, comment trancher entre un nom ou un autre? Par exemple, le Husayma. Le Husayma, il y a beaucoup de gens, même dans les ouvrages érudits, qui vont parler de l'Khuzama, un lien à l'Khuzama, alors qu'il n'y a absolument aucun lien. Le nom, il est à une localité beaucoup plus ancienne, qui s'appelait Al-Mazamma, qui était une localité amazigh, fondée par les princes de Neucourt. Et de là, quand les Espagnols, au moment de l'occupation espagnole, et je parle de ça, du temps des Ibères, c'est devenu Al-Buzaymas, Al-Husaymas, et après c'est devenu Al-Husayma, et on en a fait Al-Khuzama. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que des fois on jongle entre les différentes hypothèses et interprétations. Il y a aussi la difficulté aussi réside, ou c'est pas vraiment une difficulté, mais disons c'est des choses qui écorchent les noms. C'est le fait de basculer entre la graphie latine et la graphie arabe, et le basculement aussi entre la prononciation
accentuée par l'usage local, et la forme officielle, pompeuse, par exemple, al-Qunaytira. Alors, c'est le Qnitra, voilà. Et donc, avec le risque de gommer, au fait, les spécificités régionales en termes de prononciation et autres. Justement, là, on est peut-être au cœur de la difficulté. C'est-à-dire, il y a deux types de difficultés, effectivement, que vous avez souligné. La première difficulté, c'est qu'il y a plusieurs versions. Vous allez peut-être pencher pour une version plutôt qu'une autre, sans forcément pouvoir trancher, sans pouvoir toujours trancher, parce que les sources ne sont pas forcément présentes, parce qu'il n'y a pas forcément cette recherche. C'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est le nom ou l'usage des noms. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment ce travail-là peut être, du coup, utilisé, réutilisé sur cette fameuse question de légitimité du territoire. C'est-à-dire qu'on va prendre un nom, on va considérer que ce nom est porté par telle chose, donc ça donne une légitimité à une occupation particulière par rapport à une autre, et ça peut avoir une utilisation un peu exclusive en disant parce que regardez, donc cette lecture un peu en négatif de ce type de travail est quelque chose qui peut être dangereux. Donc est-ce que ça vous fait peur déjà, ou est-ce que vous êtes dans votre rôle de recherche, votre rôle de production, et après c'est aux politiques de gérer ce genre de choses? Non, moi je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien. Moi je me blinde avec la bibliographie. Je me blinde totalement, je pèse chaque mot, peut-être quand je parle moins, parce que je suis très spontanée, ça peut partir comme ça, mais quand j'écris, je suis d'une rigueur incroyable, toute humilité, mais disant quand même que je me blinde à ce niveau-là. Après, évidemment, personne n'est à l'abri des instrumentalisations, aucun travail ne peut être à l'abri des instrumentalisations, et moi je ne veux pas rentrer dans ces choses-là, parce que par exemple, une des choses capitales que j'ai retenues, c'est le socle fondamental de notre culture amazigh qu'on retrouve dans la majorité des noms, même pour certains, les gens, à force d'entendre des noms, ils ont l'impression qu'ils sont arabes, Titmellil, etc. Titmellil, c'est pas arabe. Il y a plein de noms comme ça, Fès, c'est pas arabe, ça n'a rien à voir avec une pioche ou rien du tout. C'est un nom, tout ce qu'il y a de plus amazigh, etc., etc. Ces instrumentalisations du nom, elles ont existé à travers l'histoire. Elles ont existé. Chaque peuple qui occupe un territoire a envie d'y laisser son empreinte. Les Arabes, ils n'étaient pas nombreux au moment de la conquête, mais il y a eu le grand apport des Bédouins Beni Hillel qui ont laissé leurs empreintes dans le territoire avec plein de noms des tribus, les Oulad Jarrar, les Shim, etc., les Abda, etc., qu'on va retrouver un peu partout, sans gommer les peuples qui étaient là. Par exemple, Doukala, c'est un nom, tout ce qu'il y a de plus berbère, et qui est là depuis les temps les plus lointains. Les Espagnols sont arrivés, les Ibères, pareil, ils ont tenté une ibérisation, je ne sais pas comment le dire, du territoire, mais il n'en est pas resté beaucoup. On en a gardé par exemple le nom de Casablanca qui est devenu Casablanca. Et puis l'exemple flagrant, c'est avec la présence française du temps du protectorat. Par exemple, il y a des lieux, je pense par exemple à Sidi Ali al-Bahraoui, qui est devenu Camp Mono, du nom de Maurice Monod, qui est mort durant cette époque qu'on parlait entre parenthèses, entre guillemets, pacification. Et ce qui est marrant, c'est que le Camp Mono, les Marocains en ont fait Kamouni. Voilà. Et donc, par exemple, je pense à des noms, bon, évidemment, Qnitra, ça me vient comme ça à l'esprit parce que c'était pour Lyoté. Il y a Sidi Slimane qui est devenu Camboulot, du nom d'un autre lieutenant, etc. Et avec l'indépendance, et ben forcément, il y a eu cette récupération de ces noms en revenant ou à l'appellation initiale, ou parfois il y a eu même des changements. Par exemple, pour Fdala, ça a toujours été le nom historique, qui n'a rien à voir avec la langue arabe d'ailleurs, parce que Fdala, on a l'impression qu'il y a une évocation de Fadl. On retrouve un petit peu cette racine, mais il semble que l'origine soit ailleurs. Donc, il est devenu Mohammedia, ou Qsar qui est devenu Rachidia. Donc, il y a eu des arabisations pour des raisons diverses. Par exemple, Mohammedia, c'était juste à la suite de la visite de Mohammed V, c'était par amour, en hommage au sultan que le nom a été donné. Donc, au fait, voilà, les noms, ils sont amenés aussi à bouger et à évoluer. Et ben, en bougeant aussi, en évoluant, il signifie beaucoup de choses et on essaie d'interpréter cela comme on peut.
Les noms changent, les noms de villes changent. Et enfin, dernière question, parce que on peut rester des heures comme ça, hein, rester des heures. Et après, on vous donnera la parole. Dernière question sur justement l'évolution du sens. Effectivement, vous avez parlé de l'évolution des noms des lieux pour différentes raisons historiques, politiques, etc. Mais qu'en est-il de la difficulté de l'évolution linguistique? Comment on peut être sûr que Tite au XXe siècle veut dire la même chose que Tite au Xe siècle? Comment on peut être sûr que l'essence des mots n'a pas évolué et donc être sûr que tel mot, aujourd'hui, voulait dire la même chose pour nos ancêtres à une autre époque, et comment, en tant qu'historien, du coup, vous pouvez faire le tri dans tout ça? Ben c'est là justement où on réfère, parce que par exemple, vous évoquez le nom Tite, par exemple, Tite Nfeter, qui est l'actuel Moulay Abdallah. Ben, il y avait une source, on le sait dans les sources écrites par exemple, donc là forcément je vais sur la piste des sources. Le pluriel de Tite, c'est Titawin. Ça a donné la ville de Tétouan. Donc là aussi, on sait qu'il y a des sources. Donc en fait, on revient à chaque fois quand c'est le nom qui évoque une tribu, ben, on va partir sur la place d'une tribu. Salé, c'est Salah, c'est un terme qui évoque la présence d'un rocher, et il se trouve que ce rocher existe. Des fois, c'est des noms qui renvoient à des castels, des qsba de Qaïdal, de Qaïd locaux. Et Daroul Zidouh, Qaryat Ba Mohamed, Ben Rachid, qui sont les Ben Rachid, qui étaient les gouverneurs de la Chaouia et qui ont fondé la ville de Ben Rachid sur le lieu même de leur qsba. Donc, au fait, j'ai des pistes, et à partir de ces pistes, on creuse en ouvrant les documents d'histoire, et on va trouver l'information qui est là, au fait, qui est là. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le nom. C'est parce que le nom, il survit, même quand tout s'est transformé autour de lui, même quand la source, elle n'existe plus, même quand le qaïd, il a disparu depuis plusieurs générations, que le nom ne correspond plus aux réalités géographiques ou politiques ou autres, mais il reste là en tant que témoin. Et c'est vraiment ce qui fait sa magie, pour moi, en tout cas. En tout cas, bravo pour ce travail, parce qu'effectivement, c'est un travail de compilation, un travail d'encyclopédie, parce qu'on fait une recherche par ordre alphabétique, on est intéressé par un lieu, on va le chercher, on va regarder, tiens, je ne savais pas ça, ah oui, ça confirme ça. Mais c'est également un travail qui peut être un support. Moi-même, architecte, je vais être amené à travailler sur une ville. Maintenant, je vais feuilleter, je vais dire, tiens, ce nom de ville, qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que ça peut m'aider, m'inspirer? Est-ce que un créateur d'un Trivial Pursuit marocain peut s'en inspirer pour faire des questions de géographie sur quel veut dire le nom des choses? Donc, il y a plusieurs, plusieurs pistes qui peuvent sortir de cet ouvrage. Pardon, c'est juste une idée au fait, parce que ça répond d'une autre manière à votre question. C'est juste pour dire aussi que et il ne faut pas que les gens pensent qu'il s'agit, bon évidemment il y a la promotion de notre histoire et de notre patrimoine, mais il ne s'agit pas non plus de quelque chose qui est là pour dire que tout est magnifique, tout est extraordinaire, parce que je tire à plusieurs reprises la sonnette d'alarme sur la dégradation du patrimoine. Et vous m'aviez posé la question sur qu'est-ce qu'on peut faire de ce livre. Eh ben, quand on prend conscience de l'importance de ces lieux dans l'histoire du Maroc et ce qu'ils peuvent représenter sur le plan de développement territorial, promotion de la région, développement du tourisme, développement cinématographique, etc., etc., ben, je me dois des fois, par exemple, quand j'évoque un lieu et qu'on découvre qu'il regorge d'histoire et que même il y a encore des vestiges et que rien n'est fait dans le sens d'une réhabilitation, on se doit de sensibiliser comme on peut pour réveiller les personnes endormies. Complètement, complètement. On se doit de se sensibiliser comme on peut pour réveiller les personnes endormies. Elles sont nombreuses. Pour réveiller les personnes qui agissent mal. Elles sont nombreuses également, mais également pour se dire les choses de manière honnête. C'est-à-dire que les sites sont ce qu'ils sont, notre histoire est ce qu'elle est. Il ne faut pas s'inventer une histoire qu'elle n'est pas. Faut pas. Donc sur ces lieux, il faut être absolument honnête quand on regarde notre histoire. Il faut absolument être sans aucune comment dire, sans chacun a son histoire, chaque lieu a son histoire. C'est ce qu'elle est, c'est ce qui fait sa richesse et c'est ce qui fait la richesse de ce pays finalement. Qui souhaite prendre la parole, on peut faire de plusieurs manières. Soit vous nous dites, voilà, je suis telle ville, que veut dire cette ville? Soit vous réagissez à ce qu'on a échangé. Marhaba. Excusez-moi. Si vous voulez bien nous rappeler l'origine du nom de Fès
et de Marrakech. Parce D'accord. qu'il y a plusieurs légendes qui tournent autour de ces deux villes. Merci. Exactement, je vous en prie. Alors pour Fès, il y a la légende la plus connue serait Fès, c'est la pioche. Donc Moulay Idriss, au moment de construire la ville, aurait découvert une pioche. Ça, c'est la légende la plus commune, la plus courante, qui se rapporte à l'origine de la ville. Une dans le même sens, mais un peu plus érudite, disons qu'on va trouver dans les livres, qui dit que Moulay Idriss, au moment de la fondation de la ville, aurait trouvé un vieux moine chrétien qui, en trouvant cette pioche, lui avait dit il existait avant une ancienne ville d'obédience chrétienne et elle s'appelait Sef. Et donc Moulay Idriss en aurait inversé le nom. Bon, pour cette version, on peut imaginer une réminiscence de présence chrétienne ou biblique sur l'emplacement de la ville de Fès. Et puis, il y a la version qui est privilégiée par les chercheurs. C'est en rapport avec la main, je crois, si ma mémoire est bonne, en langue amazigh. J'ai oublié, oui, c'est ça, Afous, ouais, c'est ça. Donc c'est en rapport avec la main. Mais moi, j'ai donné une piste, même si je ne suis pas du tout amazighophone, mais par la force des choses, j'ai des connexions qui se font, et donc je les donne comme ça, ça vaut ce que ça vaut. Et ben, comme il y a Oued Fès, et qu'il y a la tribu de Enfasa, les tribus de Nefoussa, il y a le verbe Enfes qui signifie inonder. Et je me dis, en toute logique, il devrait pouvoir y avoir un lien qui n'est pas à écarter, qui sort des étymologies classiques, mais qui devrait avoir aussi sa petite place. On en fait ce qu'on veut, mais ça me semblait opportun de le signaler. Alors pour Marrakech, là encore, Kouch, alors juste pour vous dire, Kouch, c'est le petit-fils de Ham, fils de Noé. Et selon la tradition, c'est eux les fondateurs de l'Éthiopie. Donc Kouch devient synonyme de noir de peau. Au Maroc en général, je dirais pas chez les Arabes ou chez les Berbères, mais en tout cas au Maroc, ça a toujours été kouchique, d'où le terme kouchique. Alors, selon les différentes légendes, mais rapportées par des historiens très sérieux, c'est qu'il y avait sur l'emplacement de la fondation de la ville de Marrakech, puisqu'on sait que les premières pierres ont été posées par Abou Bakr et la fondation de la ville s'est faite par son cousin Youssef Ben Tachfin. Et que sur l'emplacement donc de cette grande steppe qu'ils ont choisie comme capitale à la place de la Armède qui était plus sainte entre ces murailles, il y avait une espèce de brigand de 4 chemins qui était noir de peau, qui semait la terreur, donc on l'a appelé Mour Akouch, je sais pas, une construction comme ça, abracadabrante, donc celle-là évidemment à écarter. Et puis la version privilégiée, disons, c'est le pays de Dieu, Amour Akouch. C'est le pays de Dieu, donc c'est voilà. Sachant que donc moi évidemment je mets cette version et c'est vrai que Akouch, même chez les Berbères ibadites, Akouch ça a toujours été le nom associé à la divinité. C'est pas une divinité païenne ou un truc comme ça. Ça peut même être parce qu'on sait très bien que les populations amazighes ont adopté le christianisme dans sa version arianiste, donc avec toute cette notion de transcendance divine. Donc Akouch ça renvoie à la divinité. Sachant que le nom existe sous une autre forme, Tamourakousht. Il existait dans la région près de l'Oued Omar Bey, c'est une ville qui a été ravagée du temps de la présence ibère au XVIe siècle. Et ça existe aussi, par ailleurs, je crois, dans la région de Ziz. Et forcément, on ne peut que faire le lien entre les deux appellations et aller chercher d'autres pistes que celles qui sont proposées par les étymologies classiques ou populaires. Le Hakima. Bonsoir Mouna, merci pour ces recherches et la richesse que tu nous offres. J'ai plusieurs petites questions. Alors la première, c'est d'où est-ce que t'es venue l'idée de travailler sur les noms des villes? Comme tu le sais, dans ma profession, je m'intéresse beaucoup aux mots. Et Lacan disait que l'inconscient est structuré comme le langage. Et je me pose des questions par rapport au sens donc, des mots des villes. Et quelle est l'influence sur l'identité des lieux et l'identité des habitants des lieux? Il y a certainement du sens que tu as pu rencontrer dans tout cela. Et une petite dernière question, c'est Saheliga.
Oui. Merci. Zhiliga, ça paraît tout simple, c'est Zahliqa, c'est toboggan. Zhiliga. Voilà, parce que les noms correspondent à la morphologie de l'espace. Mais c'est vrai. La réponse est plus courte que la question. Ouais, c'est comment on dit, غادي لحد كرت ولا غادي voilà, c'est ça, c'est-à-dire c'est vrai que quand on parle par exemple لحد كرت, quand on l'évoque comme si c'était ربع الخالي. Et au fait, quand on revient à l'histoire de Hadkort, par exemple, on va réaliser que c'est une histoire extraordinaire, qu'il y avait des vestiges romains, que les Idrissides en ont fait une cité, tout ce qu'il y a de plus policé et civilisé. Et c'est ça le sens, justement, dont je suis en quête, c'est redonner à ces lieux toute la place qu'ils méritent. Parce qu'évidemment, il y a des lieux qui étaient auparavant situés sur des lieux sur des voies d'échange et de communication. Et puis, il y a eu changement des orientations pour des raisons politiques ou autres. Regardons par exemple juste les localités qui se situent toujours sur le côté oriental. Et avant même l'occupation française à l'Est, c'était le chemin qu'on empruntait pour aller au Hijaz, par les voies des caravanes, donc il y avait des échanges culturels, je ne parle même pas des problèmes actuels, des fermetures des frontières et tout, et comment des localités qui se retrouvaient sur des axes incroyables d'échanges, avec une histoire formidable, se retrouvent totalement cloisonnées et vidées progressivement de leurs jeunes habitants à la recherche. Donc ça nous interpelle à plusieurs niveaux, vraiment. Et pourquoi les noms? C'est parce que les noms m'habitent. Hein. Je crois que c'est heureusement que j'ai fait des études de littérature. Je crois que voilà, les noms, ils ont un sens et c'est encore plus fort quand il s'agit de noms de personnes ou de noms de lieux. Et justement, est-ce qu'on peut faire cette lecture? Justement, je viens de penser à... vous avez parlé évidemment du nom des lieux, vous avez parlé du substrat amazigh qui est très prégnant, très présent. Est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, c'est peut-être une question idiote, est-ce qu'il y a une période de l'histoire du pays où on a beaucoup nommé les lieux? Est-ce qu'on peut dire globalement que l'essentiel des noms des villes actuelles viennent globalement du 15e siècle, ou globalement du 10e, ou globalement du 19e, ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose où on ne peut pas avoir cette lecture-là? Non, je ne pense pas vraiment. Je ne pense pas vraiment parce qu'il y a des noms. Il y a des noms, moi par exemple, ça me fait rêver. Un nom comme Tanger, Tingis, ça remonte à la plus haute antiquité. Le nom de Lixius, Larache, ça remonte à la plus haute antiquité. Salé, Salah, c'est cité par des auteurs de l'Antiquité. Massa, c'est cité par les grands géographes de l'Antiquité latine. Et c'est des noms qui ont survécu. Massa, il l'appelait Massat. Ça figure comme ça dans les noms. Donc des fois, je donne les transformations. Après, il y a la période phénicienne. Parce que là, on sort de la mythologie en quelque sorte pour entrer dans l'histoire. Avec les Phéniciens, grands navigateurs des mers qui avaient, comme vous le savez, vers 1200 ans, fondé un ensemble de comptoirs en Méditerranée et aussi en Atlantique. Donc là, on va trouver Mogador. Mogador, beaucoup de personnes optent pour l'origine amazigh, mais c'est vrai qu'il y a un lien au Migdol qu'on va retrouver dans les traditions, toutes les traditions cananéennes, et avec le même sens de lieu fortifié. Enfa qui est tout simplement parce que c'est des langues sémitiques, donc Enfa c'est Enf, le nez tout simplement, c'est des marins et en passant par la mer, donc il y a un promontoire et il y a une sortie, une saillie, donc c'est l'Enf. De la même manière que Mlilia, par exemple, Mlilia, les Phéniciens l'appelaient, telle que transcrite par les sources latines, russes à dire. Sauf que eux, les Phéniciens, sur les pièces de monnaie, comme ils ne vocalisaient pas, il n'y a pas les voyelles, donc ils mettent ras der, R-S-D-R. Donc c'est ras et dir. C'est ras et le nom ras, c'est le cap. Et donc le cap, le nom ras, on va le retrouver énormément dans la toponymie nord-africaine, dans d'autres villes, en Algérie, en Tunisie, etc. Et puis, bon, évidemment, l'apport arabe va être conséquent avec toutes ces tribus, etc., sans qu'il n'y ait pour autant, par exemple, quand il y a eu le début de la conquête arabe, le début de l'islamisation, qu'il ne faut pas confondre avec l'arabisation, même en construisant des cités, on est resté sur des appellations amazighes. Par exemple, Sijil Massa,
par exemple, qui est fondée 32 ans avant la ville de Fès. Bon, j'ai pas de nom là qui me viennent, mais évidemment, il y a eu une arabisation avec la ville de Basra qui a été détruite depuis dans le Gharb. Et ça aussi, c'est des leçons à tirer, c'est les splendeurs et décadences, comment des lieux peuvent aussi nous aider à relativiser beaucoup de choses et à comprendre que nous sommes mortels pour ceux qui ont tendance à l'oublier. Ouais, petite question. Alors, en prenant le livre, le premier réflexe que je pense chacun va faire, il va chercher son village natal ou sa ville natale. C'est ce que j'ai fait. Alors moi, je suis originaire, mon village natal, c'est Aoufous, dans la région de Tafilelt. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai appris des choses que je ne connaissais même pas de cette région-là. Donc, merci vraiment pour ce travail très riche et très, très enrichissant. Et ma question, en fait, c'était je regarde ici, il y a à peu près 460 entrées. Pourquoi 460, pas plus, pas moins? Parce que j'imagine qu'il y aura certainement. Donc, pourquoi vous vous êtes arrêté à 460? Moi, je dis, c'est comme pour le dictionnaire des noms de famille. Je dis, à un moment, tu te dis, ça fait les capacités, ou les limites de mes capacités, parce que c'est un travail interminable. Je peux passer ma vie à faire que ça et rajouter d'autres noms, et passer au nom des rivières, et au nom de montagnes, et c'est un travail interminable. Donc, en fait, quand j'ai estimé qu'il fallait s'arrêter, je me suis arrêtée. Après, j'ai juste compté, je me suis dit, ah oui, quand même, 460, ça en fait. Bravo. تفضلي لا لا. Merci. Je vous félicite déjà pour votre travail. C'est un travail immense, un travail ingénieux, je dirais même ingénieux. Et ma petite question concerne les noms de jours qu'on donne à certains lieux. Comme vous dites tout à l'heure, Hedkot, ou je ne sais pas, il y a des lieux à quoi, enfin, on donne des noms de jours. Et ça me paraît... Alors, c'est très simple. C'est très simple. Vous remarquerez que, à part pour Hedkort, par exemple, il y a Tlet Sidi Ben Nour, Jmaat Sahim, etc. Et très souvent aussi, ça porte les noms de saints. Sur l'Arba de Gharb, etc. Et donc, au fait, c'est des jours de déroulement du marché hebdomadaire. Donc le marché, il a lieu une fois par semaine et il se passe à chaque fois dans une localité différente, parfois au sein même de la même région. Et très souvent, ils sont accolés au saint parce que le saint, il est enterré en général, bon évidemment à côté d'une mosquée, dans sa zaouia, et au territoire limitrophe entre deux tribus, de manière à assurer ce rôle de pacificateur, de médiateur. Et en général, le moussem se passe dans le voisinage, et donc voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de noms aussi, Tlet Sidi Ben Nour, etc., en référence à un grand saint mystique, je pense du XIIe siècle, Abou Yannour, etc., qui est devenu dans la prononciation locale Sidi Ben Nour, etc. Donc c'est tout simplement les jours de déroulement de marché. Je vous en prie. Mais marché dans le sens, pas juste on va aller faire les courses, on va acheter des pommes de terre et on va rentrer. C'est un forum intertribal, c'est un lieu d'échange, c'est beaucoup plus complexe qu'une simple aller faire le marché comme on le ferait aujourd'hui dans un... D'ailleurs, si vous me permettez une anecdote sur le même registre, c'est pour ceux qui connaissent la région de Tinmel, donc dans le Haus, la région malheureusement qui a été impactée par un séisme dernier il y a quelques mois. Juste avant d'arriver à Tinmel, il y a un village, c'est le chef-lieu, c'est Tlet Niakoub. Et Tlet Niakoub, le marché c'est mercredi, c'est là-bas. Et moi j'étais toujours surpris, Tlet Niakoub, c'est ici. En fait, quand je pose la question, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc là, on dit Tlet, ça n'a rien à voir avec Tlet. Tlet, c'est Sheba, la Mazeria. En fait, c'est Sheba de Niakoub. Et donc, quelqu'un qui n'aurait pas la compétence de la monnaie, il dit quoi, Tlet, de rentrer dans le qui khavrou, Tlet, là-bas, mais à foutre, il doit le donc. Tlet ou la Tlet. Quelqu'un souhaite... Bonsoir. Pardon, Alors, en fait, moi, juste pour sortir du cadre, je ne sais pas si vous avez déjà des projets pour l'avenir, mais... C'était ma dernière question. Voilà. Comme l'Andalousie a été pendant très longtemps, a fait partie du territoire marocain, est-ce qu'un exercice comme celui que vous avez fait sur les patronymes, mais aussi sur les villes marocaines, pourrait vous intéresser sur l'Andalousie?
Oui, bien sûr, c'est passionnant déjà. C'est vrai qu'avec le roman, les manuscrits perdus, ça démarre à Grenade. Et après, je fais des pérégrinations à travers l'Espagne avant que le personnage n'arrive au Maroc. Et c'est vrai que l'Espagne, elle fait rêver. C'est une grande source d'inspiration. Là, j'ai promis à des gens qui l'ont attendu depuis un moment la réédition augmentée du dictionnaire des noms de famille du Maroc. C'est un travail monumental, donc ça me prend beaucoup de temps, ajouté à mes activités en parallèle avec les capsules audiovisuelles que je fais. Mais en vérité, c'est le mouvement perpétuel dans ma tête, donc ça va dans tous les sens. J'ai un projet de roman avec un grand personnage historique que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est des bribes comme ça. Et jusqu'au jour où j'ai un Eureka et j'arrête tout. Donc voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas de projet précis à part ce dictionnaire des noms de famille que je dois absolument boucler parce qu'il est très attendu. Et voilà. Merci beaucoup. Donc on attend pour le prochain salon du livre le dictionnaire des noms de famille, l'édition volume 2 sur l'Andalousie et le roman historique et accès ça. Merci beaucoup. Merci, je ne sais pas, je vous ai ajouté quelque chose. Merci beaucoup. Je vous invite vraiment à le regarder, à le lire, à l'offrir à vos parents, à l'offrir à vos enfants. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et très didactique et très amusant également parce qu'on apprend des choses qui sont surprenantes. Ça nous donne envie de fouiller, ça nous donne envie de connaître mieux notre histoire. Nous avons une histoire exceptionnelle, notre pays est exceptionnel et c'est important qu'on se le dise et qu'on en convainque. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Lalla. Merci.